Salut Julien, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Julien, tu es doctorant en économie, tu es spécialiste de l'Amérique latine, tu es aussi enfant de Chilien. Si je t'ai invité, c'est précisément pour parler du Chili, qui dans quelques jours va avoir une élection présidentielle. Si je t'ai invité, c'est parce que j'ai commencé à regarder un peu voilà ce qui se passait au Chili. Il y a plusieurs candidats. Il y a un candidat d'extrême droite, un candidat de l'ordre. Il y a aussi une candidate très intéressante qui a remporté une primaire de la gauche qui s'appelle Janet Jara, qui est membre du Parti communiste. On va parler en fait de cet échiquier politique actuel, mais d'abord, Janet Jara, elle était ministre dans un gouvernement de gauche porté par un président qui s'appelait Boric. Et donc, la question c'est quel est le bilan du mandat Boric? Comment est-ce que toi tu vois les choses? On se souvient de cette constituante qu'il avait convoquée et qui a été un peu foirée parce qu'il y a eu un référendum qu'il a perdu. Il y a eu sûrement d'autres choses qui ont été proposées par son gouvernement. Toi, comment est-ce que tu qualifies dans un premier temps ce mandat de Boric? Tout dépend de quel point de vue tu te places. Si tu te places du point de vue des réformes pour les Chiliens, il y a eu des réformes plus ou moins ambitieuses qui ont été mises en place. Donc, tu as parlé des 40 heures, la réforme des retraites qui a été mise en place, des tentatives aussi de réforme fiscale, de réforme aussi de la santé. Pour autant, après, son bilan est mitigé parce que il est quand même celui qui arrive avec l'espoir de toute une gauche de rupture, de recomposer le champ politique, principalement le champ politique à gauche, en étant en gros une alternative à ce qui avait été la concertation, la nouvelle majorie. Pour dire les choses rapidement, en gros, c'était le centre-gauche qui a dominé la vie politique chilienne pendant une vingtaine d'années après la fin de la dictature. Et d'ailleurs, qui sont ceux qui sont été le plus au pouvoir depuis la fin de la dictature. Donc, tu as le Parti socialiste, les chrétiens démocrates, le Parti pour la démocratie d'où vient l'autre candidat de la primaire, Carolina Toa, les radicaux de gauche, etc. Et il arrive dans cet élan aussi du mouvement social de 2019, en disant qu'ils vont être une alternative. On parlait de gauche de rupture dans les différents articles auxquels j'avais contribué. J'avais souvent parlé que c'était pas tellement une gauche radicale, mais plutôt de rupture, c'est-à-dire dans cette idée de recomposer le champ politique. Et là, par contre, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il reste un président très impopulaire qui a dû beaucoup donner de la place à ce centre-gauche et perdre du terrain face à ce centre-gauche dans sa composition gouvernementale. Et qui en fait a un peu perdu la main. Et donc l'avenir, y compris de sa formation politique, est un peu mis en cause là-dessus et reste très minoritaire. Après, la surprise qui a été effectivement lors de l'organisation des différentes primaires des partis politiques pour ces élections présidentielles, c'est que par contre à gauche, puisqu'ils ont quand ils ont décidé d'un candidat unique du fait du danger de l'extrême droite, d'ailleurs deux extrêmes droites, il n'y a pas seul candidat d'extrême droite, il y a deux extrêmes droites qui risquent d'arriver probablement d'après les sondages deuxième et troisième, donc quand même c'est assez grave. C'est que c'est ni un candidat de son parti politique, enfin de son ancienne coalition qui est devenu un parti, ni la candidate du centre-gauche qui a gagné, c'est une candidate communiste. Janet Jara, qui était justement l'ancienne ministre du Travail et qui a porté, on va dire, les réformes ambitieuses les plus emblématiques du gouvernement de Boric. Notamment les 40 heures et la réforme de retraite. Exactement. Donc on peut dire que c'est un bilan assez mitigé, mais si on le place dans le contexte historique de dire on est dans une rupture, on va vers une autre voie pour le Chili, et surtout ce qu'il annonçait, c'est-à-dire le Chili est le laboratoire où s'est fait le néolibéralisme. Laboratoire, historiquement, c'est là où, premièrement, on a appliqué les réformes néolibérales dans le monde, et c'est ici qu'il va se refermer. Bon, c'est pas demain à la veille, malheureusement. Comment tu expliques, t'as dit, voilà, Boric, il a perdu la main, en fait, sur sa coalition. Il a un peu perdu de vue la rupture qu'il était censé porter. Comment tu l'expliques? Est-ce que le point de bascule, ça a été ce moment constituant et ce référendum perdu? Et comment tu analyses, les raisons de cette défaite et deuxièmement les conséquences en fait de cette défaite? Alors évidemment la constituante et le résultat du référendum constituant en 2022 ça a été le premier choc pour le gouvernement Boric. Il faut quand même savoir qu'il a pris ses fonctions en mars 2022. Donc tu as 6 mois plus tard ce référendum avec dans l'idée stratégique, pour avoir parlé aussi avec des dirigeants là-bas, qui était de dire
on met en place très doucement les réformes pour le moment. On va juste mettre en place nos gouvernements, etc. Et on va avoir ensuite la réforme constitutionnelle qui va nous permettre, en gros, d'affirmer la majorité derrière Boric. Bon, c'est tout l'inverse qui s'est passé, puisque tu as 64% des gens qui ont rejeté cette proposition de référendum, cette proposition de constitution qui était portée justement par une assemblée constituante à majorité de gauche. Et ensuite, tu as eu aussi une option stratégique qui a été assumée de la part de Boric, mais qui est assumée de plus en plus par beaucoup de gauches latino-américaines, que ce soit les anciennes gauches ou les nouvelles. Tu vois, on parle beaucoup de Petro en Colombie, du nouveau Lula. C'est de revenir à une forme de modération vis-à-vis de la confrontation avec les élites économiques et avec le monde économique. Et Boric a toujours été dans ça. C'est-à-dire qu'il a toujours été tout de même, bien qu'il était une figure de la gauche de rupture qui a émergé avec les mobilisations étudiantes des années 2000 et des années 2010, puis principalement c'était post-2010, tout de même, il a apparu comme cette alternative de rupture, mais quand même la plus modérée. Quand il est candidat à la présidentielle en 2021, il gagne la primaire face au candidat communiste qui lui, par contre, était plus radical sur certains points. Et lui a toujours apparu plus modéré. Il avait directement approuvé, par exemple, la proposition de réforme constitutionnelle qui avait été proposée par la droite. Certains l'avaient dit que c'était un peu à traître. Enfin, il a toujours eu cette stratégie d'être dans une certaine forme de conciliation. Si t'avais pas la majorité, bon bah tu te concilies avec tes partenaires. De fait, il s'est retrouvé en tant que président avec un gouvernement minoritaire, parce que il fallait concilier avec les autres composantes et notamment les autres composantes de gauche pour pouvoir former un gouvernement, avec une gauche qui avait une semi-majorité au Parlement. Ça dépend parce que tu avais un peu certains partis qui pouvaient un peu basculer. Et après, effectivement, dans ce contexte, si vous voulez toujours concilier, bah, t'as eu les campagnes de fake news, les déstabilisations de son gouvernement, et voilà, les réformes qui avaient du mal à arriver, un contexte économique qui était pas très fameux. Et donc, au fur et à mesure, bah, il est devenu quand même, mine de rien, il faut quand même dire, un président qui est très impopulaire et qui incarne peu, en fait, finalement, aujourd'hui, cette idée de rupture, etc. Mais l'hypothèse selon laquelle il a convoqué cette constituante, comme tu l'as dit, à cette assemblée constituante, avec une forte coloration de gauche, qui ont rédigé donc un projet de constitution, qui était peut-être trop progressiste, qui est peut-être allé trop loin. C'est une proposition de lecture, hein, qui est peut-être allé trop loin en fait dans les réformes qu'il proposait pour la société tout entière, à la fois sur les questions sociétales et plus sur les questions sociales, et qu'ensuite Boric a dit bon bah en fait on peut pas aller aussi vite, on peut pas faire une rupture aussi brutale dans l'histoire politique de notre pays, et donc tout d'un coup c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est un peu plus déporté vers les partis qui sont un peu plus réformistes de sa coalition. Est-ce que ça c'est une lecture qui est envisageable quand on regarde le mandat de Boric? C'est lecture envisageable. Après, j'aurais tendance à la nuancer ou à accenter sur un point. C'est vraiment le fait qu'il a toujours représenté cette tendance d'être un peu plus nuancé dans la rupture. D'ailleurs, tu parlais effectivement cette convocation d'assemblée constituante et vient du président précédent, c'est-à-dire Piñera. Tu avais des grandes manifestations et celui-ci est un peu obligé de donner quelque chose au mouvement social, et il donne cette proposition d'assemblée constituante et il faut toujours se souvenir, dans la perspective que ça soit saboté. C'est aussi ça qui était, et on le savait dès le départ. Et lui signe parce qu'il se dit il faut une sortie par le haut. Personne et très peu de gens imaginaient que ça allait arriver sur le résultat qu'on a connu, c'est-à-dire alors le fait que les gens allaient majoritairement voter pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle parce que ça devait être approuvé par référendum, et possiblement qu'il fallait aussi une majorité, qu'il fallait en fait une totalité des constitutionnels, des députés constituants qui sont directement élus par le peuple, ça pouvait s'imaginer, mais le fait qu'il y ait une majorité de gauche, ça s'imaginait pas du tout. Et tu avais plein de dispositifs qui avaient été imaginés par Piñera pour en fait garder le contrôle. Et ce qui s'est plutôt passé, mais on pouvait pas l'imaginer, c'est qu'en fait Piñera, qui imaginait garder la main sur le processus constituant pour finalement en fait totalement le saboter. D'ailleurs, au final, il sera une des figures de l'opposition à la fin du texte constitutionnel. Finalement, il a un peu perdu la main là-dessus. Donc, il a toujours été mine de rien dans cette, c'est pas pour critiquer, mais en tout cas, c'est quand même une continuité de son esprit qui est de dire voilà, il faut concilier
On a effectivement, après ça, il le dit beaucoup. On n'a pas l'appui historique avec nous. On a peu d'appui, même si je pense qu'il pouvait y avoir certains domaines dans lesquels il pouvait y avoir un peu plus d'appui. Après, il faut aussi se souvenir que au départ, sa coalition, c'est surtout le Front Ample, dans lequel il y avait plusieurs partis, maintenant qui sont devenus un seul parti. Et celle-ci s'est constituée après les années 2010, principalement à partir des mouvements étudiants. Et donc, y compris lui, qui à un moment était le plus jeune président de la planète, dans ce parti-là plein de gens en fait qui sont des jeunes personnes qui sont pas habituées aux appareils gouvernementaux, à l'appareil d'État, qui savaient pas comment faire vis-à-vis des polémiques, vis-à-vis des controverses qu'il allait avoir à l'Assemblée nationale, vis-à-vis de la confrontation avec les élites économiques. Donc, il a aussi perdu la main très vite aussi à partir de ces éléments-là. Et très vite, il a donné la main beaucoup plus aux acteurs du centre-gauche, de ce qu'on a appelé la concertation et la nouvelle majorité, en actant qu'effectivement, c'était pas pour lui d'assumer un ensemble de réformes beaucoup trop ambitieuses, même s'il faut toujours rappeler que dans son programme, qui était de 2021, on n'était clairement pas dans la fin du néolibéralisme au Chili, hein. On était dans un peu de redistribution, ce qui a été le cas d'ailleurs, mais pas beaucoup plus que ça. Comment se situe la candidate Janette Jarrah, donc candidate communiste qui représente toute la gauche puisqu'elle a remporté une primaire vis-à-vis de ce mandat Boric? Est-ce qu'elle se situe dans la continuité de ce qui était proposé, donc continuité dans la rupture, ou est-ce qu'elle essaye de prendre ses distances dans la mesure où il est impopulaire? C'est un peu un entre-deux. Effectivement, elle est obligée de s'appuyer sur la coalition qui, cette fois, regroupe tous les partis de gauche qui ont décidé de s'unir pour cette élection, de faire une primaire à s'unir. Donc, on avait aussi bien l'ancien centre-gauche que la gauche de rupture, où tu avais les communistes et le Front large, le Frente Amplio. Elle est obligée parce que elle a un enjeu de second tour. Donc, elle peut pas apparaître simplement comme entre guillemets comme une communiste, parce qu'il faut se rappeler que le Chili, c'est un pays où malheureusement l'anticommunisme est très fort. Malheureusement, c'est les résultats de la dictature et d'un système néolibéral qui est vraiment hégémonique, enfin on va dire d'un point de vue culturel. Et donc elle a cet enjeu de tout de même ne pas apparaître comme une rouge en fait, pour dire les choses concrètement. Après, effectivement, la figure de Boric, elle se situe un peu en rupture de celle-ci parce qu'il y a effectivement une forme d'impopularité, mais sans être en totale rupture avec le gouvernement, parce que c'est aussi ça qui, à la fois, lui permet de rappeler qu'elle n'est pas qu'une rouge, qu'elle est quelqu'un, entre guillemets, de sérieux, parce qu'elle a été ministre, parce qu'elle a proposé des réformes, et en fait, finalement, c'est ces réformes, d'ailleurs, qui lui ont permis de gagner la primaire. Donc, un peu un entre-deux et un jeu d'équilibriste un peu compliqué. Ça, elle est communiste. D'ailleurs, elle est très souvent définie comme la candidate communiste à l'élection au Chili. Qu'est-ce qu'il y a en fait de communiste dans ses discours, dans son projet pour le Chili? Le logo? Non. Il y a effectivement, elle porte pas, mais à l'image de la coalition, à l'image de Boric, elle porte pas un gouvernement beaucoup plus au-delà de un peu de redistribution, notamment augmenter les salaires, accentuer la réforme des retraites, des choses comme ça. Mais effectivement, on touche pas à l'appareil de production, touche évidemment pas à la rente sur le cuivre. Il n'y a pas de projet constitutionnel qui y a pas une grosse réforme fiscale non plus. Enfin. Effectivement, on n'est pas sur on va dire une guerre une guerre de position pour dire voilà le communisme va s'imposer au Chili, etc. Et au contraire, elle essaye plutôt de s'en détacher. À l'image d'ailleurs de Boric, elle a par exemple immédiatement, parce qu'elle savait que c'était un enjeu important dans ce pays où les questions internationales se transposent très vite dans les débats internes dans les pays latino-américains, et notamment tu vas très vite parler de Venezuela, Cuba et de la diabolisation qu'il peut y avoir en t'associant à ces pays-là. Elle s'est très vite dissociée de Cuba et du Venezuela, un peu moins de Cuba parce qu'elle parle d'une certaine expérience démocratique, mais beaucoup du Venezuela, ce que y compris Boric avait fait immédiatement. Et c'est dans la continuité aussi de ce qu'avait fait ce gouvernement en assumant une politique étrangère, on va dire un peu différente de ce qui avait été porté par d'autres gauches latino-américaines dans les années 2000. Donc y compris sur les questions internationales, on n'est pas on est quand même sur donner des gages en fait un peu au système médiatique et aux fake news qu'on peut t'envoyer. Donc
bon, ce qui reste, c'est un peu dur à dire, mais par contre, voilà, c'est ce qu'elle essaie de proposer, ce qu'elle essaie de concilier un peu courageusement quand même, mais bon, ça reste compliqué. Quel est le rapport des Chiliens avec le communisme? Est-ce que ça les effraie? Genre, est-ce que ça... parce que, si je compare avec un pays qui est la France, je vois ce que l'étiquette communiste, en fait, convoque chez beaucoup de Français et de Françaises de répulsion. De dire, oh, un parti communiste horrible, Staline, genre, on n'en veut pas. Est-ce qu'au Chili, il y a le même rapport au parti communiste chilien ou pas du tout? Ah bah je pense que c'est bien pire. D'ailleurs, si tu veux, en France, t'as quand même le fait de, si tu convoques le communisme, tu peux parler de la sécurité sociale, tu peux parler du communisme municipal. Enfin, il y a des acquis, il y a des conquêtes. Au Chili, je dis pas qu'il n'y a pas eu de conquête, mais par contre, t'as eu 20 ans d'une dictature militaire qui a, enfin un peu moins de 20 ans, 17 ans, qui avait été provoqué à la suite d'un putsch justifié et toujours justifié, y compris aujourd'hui par les extrêmes droites qui sont actuellement candidates, au nom du fait de sauver la démocratie contre le communisme. C'est ce que disait jusqu'à la fin de sa vie Pinochet, et il assumait jusqu'à la fin de sa vie de dire qu'il avait fait un coup d'État enfin pour sauver la démocratie et la patrie contre le communisme. Donc déjà, tu as cet élément-là. Tu as aussi l'élément qu'on est dans une société où c'est appliqué en fait la doctrine néolibérale. Économiquement, t'es vraiment dans le carcan néolibéral avec une primauté du marché, une subsidiarité de l'État. C'est vraiment ce qui est appliqué au Chili, qui est peut-être l'un des pays les plus néolibéraux au monde. Et du coup, ça a aussi des conséquences dans la production idéologique des différents acteurs et des individus, puisque c'est un peu ce que tu peux retrouver, y compris en France ou d'autres pays, ce qui par exemple est des fois convoqué dans certains pays européens, de dire, en fait, si tu vis dans les cadres du néolibéralisme, s'il y a peu d'état social, si t'as peu de ces expériences-là, ça va être dur de faire une contre-proposition idéologique et de t'y référer. Et donc l'anticommunisme au Chili est quelque chose de très très fort. Alors il y a quand même quelque chose, parce qu'il y a une recomposition, donc de fait, elle a gagné la primaire, en étant candidate du Parti communiste dans cette primaire. Donc il y a de fait une recomposition quand même du bloc, principalement du bloc de gauche, mais ce qui va se jouer, après, ça va être le second tour. Et au vu de ce qui se passe dans les sondages, après, il faut prendre quand même avec des pincettes les sondages, parce que déjà, c'était il y a un moment, les sondages sont arrêtés depuis un moment, et que tu as un vote obligatoire, donc du coup, il peut se passer beaucoup de choses. Mais de ce qu'on voyait dans les sondages, elle sera probablement face au candidat d'extrême droite José Antonio Cast, mais moi je dis que ça peut être tout à fait autre chose, mais bon, c'était la tendance majoritaire. Les Chiliens vont devoir choisir parmi les deux options politiques qu'ils détestent le plus, soit voter pour une communiste, soit voter pour un pinochetiste, parce qu'y compris tous les Chiliens sont pas des pinochetistes en puissance. Donc du coup, ça va être à qui ils détestent le plus. Est-ce que c'est l'anticommuniste qui est plus fort ou c'est l'antipinochetisme qui est plus fort? Ça on verra. Comment tu expliques que voilà, dans les derniers sondages qui ont été faits, le candidat qui a le plus le vent en poupe, le favori, c'est José Antonio Cast, ce pinochetiste comme tu qualifies, mais je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire un mec qui a 60 ans, qui est père de 9 enfants, qui veut représenter l'ordre, qui a toujours un costume impeccable, l'arrêt au milieu, enfin l'arrêt sur le côté, là bien faite, et genre qui te dit bon ben, moi je suis le parti de l'ordre et c'est ça que je vais vous vendre et c'est ça le Chili que je vous propose. Comment est-ce que tu expliques que un type comme ça en 2025 au Chili arrive à caracoler dans les sondages? T'as une recomposition du champ politique déjà au sein des blocs. Je crois qu'il a perdu déjà 2 fois. Hein. Oui. Il a perdu en 2017 oui. et en 2020. Oui. Après, en 2017, c'était pas lui au second tour, mais non, oui. Mais il avait fait 8% dans les... C'est ça. En gros, depuis... pourquoi émerge Boric et tous ces nouveaux acteurs, mais c'est un peu à l'image de ce qui se passe, y compris en Europe, t'as une recomposition des blocs. Au sein même de ces blocs, une recomposition au sein même de ces blocs et du rapport de force au sein de ces blocs. C'est-à-dire qu'au sein des blocs de gauche, qui étaient en plus relativement majoritaires, enfin puisque c'est eux qui ont le plus dominé la vie politique au Chili depuis la fin de la dictature, t'as en fait cet électorat qui remettait en cause un peu les bilans de l'ex-concertation et du centre-gauche sur le fait que les réformes allaient pas assez vite, qu'ils étaient précarisés, etc. Donc tout ce qui s'est passé aussi sur les manifestations des étudiants, sur la vie chère, etc. Et qui ont fait émerger d'autres acteurs. Et de la même manière, ça s'est passé aussi à droite, moins sur le fait que le bilan
principalement Piñera, parce que ça a été le seul officiellement au président de droite qu'on a eu depuis la fin de la dictature, n'était pas positif à ce niveau-là, mais plutôt dans une forme de réaction, parce que justement émerger de nouveaux acteurs. En fait, c'est la peur du rouge. Donc, il faut vraiment voir, et d'ailleurs, je pense qu'il faut voir les différentes extrêmes droites que tu as un peu dans le monde très différemment, mais par contre, ce qu'on a au Chili, et ça se voit très bien, c'est que l'émergence de ces extrêmes droites, parce que tu as aussi Kaiser, hein, un autre candidat d'extrême droite censé être encore plus d'extrême droite que Kast, c'est dur à faire, mais bon, c'est fait. C'est l'émergence de ces candidats et de ces coalitions et de ces partis politiques, ou en tout cas le renforcement, vient surtout d'une forme de réaction vis-à-vis au fait de la recomposition, y compris du bloc de gauche. En gros, la peur du rouge traduit un réflexe encore plus réactionnaire dans ces électorats. Donc on n'est pas non plus sur un nouveau électorat tout frais, comme ce que tu peux avoir apparaître aussi en France ou dans d'autres endroits. Par contre, ce qui se joue avec les différents scrutins que tu as eu depuis la présidence Boric, où il y a eu plusieurs scrutins qui ont été obligatoires, notamment les différents référendums sur les propositions constitutionnelles, c'est qu'effectivement, tu avais un ensemble de Chiliens qui ne votaient pas et qui maintenant votent. Et donc, du coup, qui auraient tendance à renforcer de ce qu'on voit peut-être le bloc de droite, pour dire les choses ça, comme ça, avec quelques idées. Lorsque tu as eu la deuxième proposition de réforme constitutionnelle, 2023, si je me trompe pas, et du coup, tu avais l'élection des différents députés constituants, et là, on avait dit que l'extrême droite avait été majoritaire et tout, et le bloc de droite et l'extrême droite n'avaient jamais fait un score autant de voix dans son histoire. Et c'était eux qui s'étaient véritablement renforcés quand on voyait justement cette proposition de vote obligatoire. Donc voilà, il y a l'émergence de ces nouveaux acteurs, parce que justement t'as une recomposition et qui vient plutôt dans une forme de, entre guillemets, de radicalisation au sein même de ces blocs. Et après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est le champ politique de manière globale. C'est que par contre là, il y a une forme de recomposition entre justement ces blocs, en tout cas au niveau du champ, et où là la gauche devient malheureusement de plus en plus minoritaire, avec un socle qui reste relativement bon, parce que t'es à un peu plus de 30%, enfin ça dépendra combien fait Jara au premier tour, mais quand même qui devient de plus en plus minoritaire, et d'après les derniers sondages, rien que la droite et l'extrême droite réussit cumulé à faire 50% dès le premier tour, en fait, peut compter sur ce genre de socle. Donc voilà, c'est la situation actuellement au Chili. J'ai une dernière question, Julian. On a vu ces derniers temps Donald Trump, le président américain, très agressif vis-à-vis de toute l'Amérique latine. À la fois, il a envie d'envahir le Venezuela, enfin d'intervenir avec son armée au Venezuela. D'ailleurs, il a déjà commencé à bombarder des bateaux. Il est intervenu dans les élections législatives argentines pour soutenir le candidat Milei. Il parle de l'Équateur, il parle de la Colombie, il désigne des têtes de Turcs un peu partout en Amérique latine. Est-ce que là, de ce que tu sais, il y a eu une tentative d'ingérence aussi de Trump, de l'administration américaine dans les élections chiliennes? Est-ce que la perspective, la potentialité en fait qu'arrive à la tête du Chili une présidente communiste, est-ce que c'est quelque chose qui effraie les États-Unis au point qu'ils se disent bon voilà, on va faire comme en Argentine, on va je sais pas promettre plein d'argent au candidat 4 si jamais il l'emporte? Non, on n'est pas là-dessus. Bon, déjà pour une raison aussi assez simple, c'est que quand tu regardes malheureusement les sondages de second tour, pour moi ils étaient assez défavorables vis-à-vis de Carrera. C'est-à-dire que sur la fameuse question qu'on posait aux Chiliens, est-ce que vous êtes plus vous êtes plus anticommuniste ou anti-pinochetiste? Bon malheureusement la tendance, après, comme je te dis, faut faire gaffe, parce que tu vas avoir le vote obligatoire qui va avoir certainement ses effets dans justement contredire les sondages. Ça, je suis assez persuadé de ça. Non, t'as pas cette forme d'ingérence, parce que t'as pas non plus cet historique d'endettement aussi au Chili. L'idée quand même en gros de l'application de la doctrine néolibérale au Chili, c'est effectivement de se concentrer sur la limitation de l'inflation et l'endettement public. Donc on n'a pas la même chose que en Argentine, où ils sont régulièrement infusés à l'endettement étranger, qui leur permet un peu de stabiliser l'économie, ou alors de stabiliser l'inflation, ce qu'a fait Milei. Donc on n'est pas là-dessus. Par contre, deux choses. Effectivement, t'as un contexte d'abord régional d'une montée des extrêmes droites, qui devra aussi poser, à mon avis, un bilan de la part des gauches qui ont voulu assumer, on va dire, un tournant plus modéré. Alors,
ça veut pas dire que forcément toutes les gauches plus radicales des années 2000 se portent très bien, mais de fait, on n'est pas sur la stabilisation d'une ère comme ça peut être dans les années 2000. On est sur quelque chose d'un peu différent avec une vague réactionnaire qui arrive. Avec ce qui s'est passé en Argentine avec les élections législatives qui ont été largement remportées par Milei, et ça impacte aussi dans l'environnement régional. Ce qui s'est passé aussi en Équateur avec la victoire de Noboa, même si elle est contestée. Donc t'as mine de rien une vague, on va dire d'extrême droite au Chili, elle s'exprime par une forme de réactionnariat, mais en tout cas une vague d'extrême droite. Donc déjà t'as ça, et ensuite sur ce que fait l'administration Trump actuellement en Amérique latine, il est obligé de concilier avec une forte demande de son administration et de certains de son administration, notamment Marco Rubio, qui sont très interventionnistes vis-à-vis de l'Amérique latine. Lui, il se revendique pas très interventionniste, ça ne veut pas dire qu'il est le président qui a provoqué aucune guerre, mais par contre, il est obligé d'aller justement dans cette forme de confrontation avec l'Amérique latine, à la fois parce que tu as son administration qui le demande, à la fois aussi parce que tu as la montée des Chinois, à la fois parce qu'ils ont encore des intérêts là-bas. Ils ont beau avoir des méthodes différentes que d'autres administrations, mais pourtant, il y a les mêmes objectifs. Et ce qui se passe récemment est très, très inquiétant parce que tu as effectivement des manœuvres militaires qui sont faites en mer de Caraïbes, avec des menaces qui sont faites sur le Venezuela et sur Cuba. Peu importe ce qu'on pense des régimes, mais c'est ce qui est fait. Et récemment, tu as eu l'annulation de ce qu'on appelle le sommet des Amériques, c'est-à-dire l'essentiel des pays américains qui se réunissent, où il y a une certaine hégémonie en fait des États-Unis historiquement dans ce sommet, et qui a dû être annulé parce qu'en fait, on savait qu'il n'allait pas avoir de consensus possible entre les extrêmes droites qui émergent au Pérou, un peu partout, et l'administration Trump qui est beaucoup trop agressive. Donc effectivement, t'as un contexte qui est pas très porteuse d'espoir pour les gauches latino-américaines et qui rend difficile aussi les perspectives pour ça a aussi impacte d'une certaine manière indirectement les perspectives pour Genève Cala. Eh ben merci beaucoup Juliane, et on suivra cette élection donc le 15 novembre prochain au Chili. Merci beaucoup. Merci.